Je vous remercie, Monsieur le Président. Il est de notre responsabilité de bâtir les conditions de la paix et d'un ordre international au service des objectifs poursuivis par les Nations Unies. Et c'est pour cette raison qu'à cette même tribune, le Président de la République Emmanuel Macron a appelé à engager enfin la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en l'élargissant à 2 nouveaux membres permanents. Il a également souhaité que le recours au veto soit encadré en cas d'atrocité de masse, et nos autorités nous ont appelés, dans la déclaration adoptée à l'occasion du 75e anniversaire des Nations Unies, à donner un nouveau souffle à cet impératif. Le secrétaire général a appuyé cet engagement dans son programme commun. Dans un contexte où tant de soubresauts ébranlent le monde, nous avons été nombreux cette année à intervenir pour souligner l'importance d'une réforme du Conseil de sécurité. Cette réforme est essentielle pour en renforcer l'autorité, la représentativité, tout en préservant sa nature exécutive et décisionnelle. Ce nouveau cycle de conférences intergouvernementales doit donc aboutir à des résultats concrets et substantiels. Alors que la communauté internationale fait face à la violation d'une exceptionnelle gravité de la Charte des Nations Unies par l'agression russe de l'Ukraine, la nécessité de consolider notre système de sécurité collective n'est plus à démontrer. Monsieur le Président, pour que le processus de négociation engrange des progrès significatifs, nous devons nous fixer un cadre. Et à cet égard, nous nous réjouissons tout d'abord de la désignation précoce des cofacilitateurs et nous félicitons les ambassadeurs Mlinar et Albanais pour leur nomination en tant que coprésidents des négociations intergouvernementales. Le rôle crucial qui leur est confié va jouer un rôle central. Nous les encourageons, comme le président de l'Assemblée générale, à démarrer au plus tôt cette nouvelle session. Nous considérons comme une large majorité des délégations que le démarrage des négociations doit se faire sur la base d'un projet de texte. Ce processus familier est utilisé de manière systématique au sein de notre organisation et il me semble que nous ne pouvons plus nous continuer de répéter sans fin des discours convenus. Nous reconnaissons que cette tâche est ardue, mais nous ne partons pas de zéro. Les cofacilitateurs successifs ont en effet redoublé d'efforts pour permettre l'adoption de documents utiles et l'objectif est à présent d'arriver à un document unique. Monsieur le Président, la position de la France est constante et bien connue. Nous souhaitons que le Conseil soit plus représentatif du monde d'aujourd'hui, d'une façon qui renforce son autorité, mais aussi son efficacité. Et nous devons en effet tenir compte de l'émergence de nouvelles puissances qui ont la volonté, qui ont la capacité d'assumer la responsabilité d'une présence permanente au Conseil de sécurité. Afin d'en préserver la nature exécutive, opérationnelle, un Conseil élargi pourrait tout à fait compter jusqu'à 25 membres. La France apporte son appui à la candidature de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde, du Japon comme membres permanents. Et nous souhaitons également une présence renforcée des pays africains, y compris parmi les membres permanents. Les sièges restants devront être alloués afin d'obtenir une représentation géographique équilibrée. En ce qui concerne la question éminemment sensible du veto, il nous semble qu'il appartient aux États qui demandent l'octroi d'un siège permanent de se déterminer sur le sujet. Dans cette réflexion, l'objectif doit rester double. Consolider la légitimité du Conseil de sécurité et d'autre part renforcer sa capacité à assumer pleinement ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et c'est dans cet esprit que la France a proposé dès l'année 2013 que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité suspendent volontairement, collectivement, l'usage du veto en cas d'atrocité de masse. Cette démarche volontaire n'exige pas une révision de la charte, mais elle est un engagement politique des membres permanents. Aujourd'hui, nous savons que cette initiative, portée conjointement avec le Mexique, est soutenue par 106 pays. Et nous appelons tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre cette initiative, en particulier les autres membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons à cet égard noté avec beaucoup d'intérêt l'engagement des États-Unis à restreindre leur usage du veto à des situations rares et exceptionnelles. Et nous souhaitons bien entendu conjuguer nos efforts en vue d'un usage responsable du veto. En ce qui concerne enfin les méthodes de travail du Conseil de sécurité, la France souhaite réaffirmer la compétence du Conseil pour leur définition, en mettant en avant l'engagement des membres du Conseil, y compris de la France, en faveur de plus de transparence, plus d'ouverture et d'efficacité. Comme l'ont réaffirmé de nombreux intervenants ce jour, de telles évolutions sont non seulement souhaitables, mais absolument nécessaires. Et au Conseil de sécurité
comme à l'Assemblée générale par ailleurs, et comme dans les autres organes, ces évolutions doivent bien sûr s'inscrire dans le strict respect des responsabilités dévolues par la Charte à chacun des organes et dans le respect des valeurs fondamentales de l'organisation, et en particulier le multilinguisme. Je vous remercie. Señora Presidenta, permítanos primeramente agradecer la convocatoria de esta reunión plenaria para abordar una vez más un tema al cual mi delegación otorga particular importancia, como lo es el relativo a la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Saludamos la designación de los embajadores de Eslovaquia y de Kuwait como cofacilitadores del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales para su venidero periodo de sesiones y les transmitimos desde ya nuestros mejores deseos en sus esfuerzos por forjar los amplios consensos necesarios para poder avanzar en esta importante cuestión. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela está firmemente comprometida en los esfuerzos a favor de la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De allí que continuamos convencidos de la función estelar del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales como escenario central para alcanzar un consenso sobre este importante asunto. Las discusiones en el marco del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales, basadas en un diálogo inclusivo, transparente y que cuente con la participación y el consenso de todas las partes, puede facilitar una solución holística que cuente con el apoyo común de los Estados miembros de nuestra organización, para avanzar en la consolidación de una representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros. Señora Presidenta, reafirmamos los principios de inclusión e igualdad jurídica de los Estados como elementos esenciales del multilateralismo, al tiempo que insistimos en que tales principios deben guiar en todo momento el proceso de negociación y los resultados sobre la cuestión de la representación equitativa y el aumento de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordamos a este respecto que de acuerdo con la decisión 62/557 de esta Asamblea General, las posiciones y propuestas de los Estados miembros conforman la base para la discusión del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales. Por ello, consideramos que el documento de convergencias y divergencias presentados por los embajadores de Dinamarca y de Qatar en su capacidad de cofacilitadores y cuyos esfuerzos encomiamos, se trata de un resumen personal sobre el debate de los 5 temas claves de la reforma del Consejo de Seguridad y el estado actual del proceso de negociaciones intergubernamentales, y cuyo contenido de forma alguna debe considerarse como la base para iniciar futuras negociaciones, incluyendo sobre la base de un texto. Y es que a pesar de los esfuerzos desplegados en un debate complejo y que requiere los esfuerzos comunes y un espíritu de aveniencia, abordamos que aún no existe un acuerdo general y consensuado por parte del Pleno de la membresía de esta organización, y respecto del cual se puede avanzar hacia la discusión de cuestiones más específicas o a partir de una propuesta de texto concreto. De allí que consideramos que forzar el curso de acción hacia una negociación con base en un texto o sobre la base de plazos artificiales podría resultar contraproducente y afectar incluso los avances hacia ahora logrados en esta materia. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela acompaña la legítima aspiración de los hermanos países africanos de obtener una adecuada representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. África constituye más de una cuarta parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas y a lo largo de los años ha sido objeto de al menos el 70% de los trabajos del Consejo de Seguridad. Debemos recordar en este contexto que son los países africanos los que suelen ser los más afectados por los conflictos abordados en el marco de este órgano, encargado de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, razón por la cual estamos convencidos que necesariamente deben tener una representación adecuada en su membresía. Las discusiones del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales han demostrado un amplio respaldo a la posición común africana. Debemos, pues, redoblar los esfuerzos para traducir ese respaldo en un incremento real
de la presencia de África en el Consejo de Seguridad y con ello corregir entonces los desequilibrios históricos heredados del colonialismo, que lamentablemente persisten hasta la fecha, y además garantizar que las aspiraciones de justicia de todo un continente sean finalmente realizadas. Para concluir, mantenemos la convicción en la necesidad de avanzar plena y efectivamente en los trabajos del Grupo de Negociaciones Intergubernamentales para dotar de mayor representatividad al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otorgándole una capacidad renovada para responder a los desafíos complejos y emergentes de la comunidad internacional en materia de paz y seguridad internacionales. Desde esta tribuna, reiteramos la disposición plena de la República Bolivariana de Venezuela para participar activa y constructivamente en alcanzar tal fin, en el marco de un proceso intergubernamental que cuente necesariamente con la más amplia participación y aceptación posible, como lo establece la decisión 62/557 de esta Asamblea General. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter le président de l'Assemblée générale pour l'importance qu'il attache à la question de la réforme du Conseil de sécurité. Cet intérêt s'est traduit par la nomination de leurs excellences Tarek Albanaï de l'État du Koweït et Michael Mlinar de la Slovaquie comme facilitateurs des négociations intergouvernementales relatives à cette question au titre de la 77e session. Ma délégation s'associe aux déclarations précédemment faites au nom du groupe africain et du mouvement des non-alignés et tient à faire à titre national les observations ci-après. Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire se félicite de l'élaboration d'un document cadre et des éléments de convergence révisés lors des sessions précédentes des négociations intergouvernementales. Ces documents de référence sont d'autant plus dignes d'intérêt pour mon pays qu'ils reflètent la position commune africaine et les positions de la majorité des États dont les délégations ont dûment participé aux négociations sur la réforme du Conseil de sécurité. Mon pays salue en particulier la convergence de vues sur les catégories de membres du Conseil de sécurité, son élargissement et l'amélioration de ses méthodes de travail, la question du veto et la représentation régionale. Toutefois, force est de constater que depuis l'adoption par l'Assemblée générale de la décision 62/552 il y a de cela 14 ans, les dividendes attendus des différentes sessions des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité restent globalement en deçà de nos espérances. En effet, notre aspiration commune à un Conseil de sécurité plus démocratique et plus représentatif, gage d'une plus grande efficacité, peine à se matérialiser en raison des réticences de certains acteurs qui appréhendent les négociations intergouvernementales à travers le prisme de leurs intérêts stratégiques. En dépit de ces obstacles qui obèrent chaque session des négociations intergouvernementales, la nécessité d'une réforme du Conseil de sécurité en résonance avec les principes fondateurs des Nations Unies apparaît plus que jamais une nécessité absolue. Nous devons en effet prendre la pleine mesure des transformations profondes que le monde a connues depuis la création des Nations Unies et privilégier une approche inclusive dans la recherche de solutions efficientes aux défis liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité doit impérativement faire sa mue pour devenir un organe inclusif et crédible dans l'exercice de sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Sa voix doit être la conjonction de celle des États membres des Nations Unies dans leur riche diversité. À cet égard, l'exigence d'une représentation régionale doit être une priorité. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire se réjouit de la clarté et du soutien croissant à la position commune africaine exprimée à travers le consensus d'El-Zuveni et la déclaration de Sirte, car l'Afrique demeure injustement à ce jour le seul continent
à ne pas disposer de siège dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité. Aussi, voudrais-je faire écho aux appels pressants en faveur de l'allocation de 2 sièges de membres permanents à l'Afrique, avec les prérogatives qui s'y rattachent, y compris le droit de veto. Notre demande légitime concerne également l'allocation de 2 sièges additionnels de membres non permanents au Conseil de sécurité, afin que le continent africain puisse avoir une représentation à la mesure de sa contribution actuelle au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Madame la Présidente, mon pays accorde un intérêt tout particulier au concept de représentation géographique, tout comme à celui de distribution géographique équitable, qui tous les deux rendraient le Conseil plus démocratique, davantage inclusif et donc plus efficace. Cela induit la prise en compte de toutes les voix, notamment celles des pays en développement et des petits États insulaires en développement. Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire nourrit l'espoir que la prochaine session des négociations intergouvernementales nous permettra de faire un pas décisif vers des points d'accord acceptables par tous en vue de parvenir à une véritable réforme du Conseil de sécurité à la hauteur des enjeux actuels de paix et de sécurité dans le monde. Je vous remercie. Permítame agradecer por la convocatoria a este relevante debate que cobra aún más importancia en el 77º periodo de sesiones de esta Asamblea General por la situación actual que el mundo afronta. Esta Asamblea General ha reafirmado el papel central que tiene sobre la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros y otros importantes asuntos relacionados. Guatemala desea felicitar a sus excelencias el embajador Michal Mlinar, representante permanente de la República Eslovaca, y al embajador Tarek Al-Banai, representante permanente del Estado de Kuwait, por haber sido nombrados como cofacilitadores de las negociaciones de este importante proceso intergubernamental. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados miembros de las Naciones Unidas confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, reconociendo que el Consejo actúa en representación de la membresía en su conjunto y que su proceder va de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. De hecho, bajo el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, hemos convenido en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. En tal virtud, las decisiones y resoluciones adoptadas, así como su representación y accionar, le confiere un alto nivel de responsabilidad con todos los Estados miembros. Guatemala ha resaltado en las anteriores sesiones intergubernamentales sobre esta materia la necesidad de fortalecer y mejorar el trabajo del Consejo de Seguridad bajo los siguientes lineamientos. Primero, convertir al Consejo de Seguridad en un órgano más representativo. Segundo, reconciliar el criterio de representatividad con el de agilidad, lo cual supone una ampliación modesta en el número de miembros. Tercero, buscar un mayor acercamiento entre el trabajo del Consejo de Seguridad con el de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Consolidación de la Paz. Y hacer más transparente el trabajo del Consejo de Seguridad a través de sus métodos de trabajo. Adicionalmente, hemos apoyado una expansión en el número de miembros en ambas categorías y que esa expansión puede ser de hasta 5 miembros permanentes y 5 miembros electos adicionales, con lo que se llegaría a un Consejo de Seguridad de 10 miembros permanentes y 15 miembros electos. Nuestra delegación no insiste en que los nuevos miembros permanentes tengan todas las prerrogativas de los miembros permanentes actuales, en particular el derecho al veto. Al mismo tiempo, no insistimos que los 5 miembros permanentes actuales renuncien a sus prerrogativas contempladas en la Carta de las Naciones Unidas. Creemos en la importancia que África y Latinoamérica
tengan una representación permanente en el Consejo de Seguridad, de conformidad con los tiempos actuales. Guatemala fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el bienio 2012-2013. Nuestra experiencia dentro del Consejo de Seguridad nos permitió contribuir a fortalecer una de las tareas más nobles de esta organización, el mantenimiento de la paz. Desde entonces, tomando en cuenta nuestra experiencia, al igual que la delicada responsabilidad que conlleva ser miembros del Consejo de Seguridad, tanto permanentes como no permanentes o electos, hemos procurado fortalecer en otras instancias de la Asamblea General, como el Comité Especial del Mantenimiento de la Paz, C34, una mayor interacción y cooperación triangular entre los miembros del Consejo de Seguridad, el C34 y los países contribuyentes de tropas. Es de particular relevancia mantener la transparencia en los procesos de mantenimiento de la paz y los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, con el objetivo de hacer más efectiva la capacidad del Consejo en entornos hostiles, para que el mantenimiento de la paz sea efectivo y se pueda consolidar la paz bajo el concepto de paz sostenible. Por otro lado, en referencia al derecho de veto, es menester reiterar el llamado para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea consistente con sus funciones, incluyendo un uso responsable del derecho al veto, a efecto de evitar el agravamiento de crisis internacionales. En esta línea de acción, Guatemala reitera su apoyo a la iniciativa franco-mexicana para limitar el uso del veto en el caso de atrocidades masivas, con base en la premisa normativa política de la responsabilidad de proteger. Por lo anterior, es de singular importancia que se continúen los esfuerzos por lograr las reformas del Consejo de Seguridad y su relación con la remisión de casos a la Corte Penal Internacional. Por otro lado, es indiscutible la importancia del Consejo de Seguridad para fortalecer el régimen de desarme y no proliferación de conformidad con la resolución 1540. Señora Vicepresidenta, cualquiera que sea el producto de las actuales negociaciones intergubernamentales sobre esta materia, debe corresponder exclusivamente a los Estados miembros de esta Asamblea General. En este sentido, no objetamos que los cofacilitadores propongan un texto que permita iniciar una negociación directa con base a elementos comunes que hemos presentado en años anteriores. Reiteramos nuestro reconocimiento a los cofacilitadores, al tiempo que pueden contar con todo nuestro apoyo durante este proceso para poder avanzar en esta importante y de singular relevancia cuestión, no solo para nuestra organización, sino también para los estados que representamos. Por ello, nos sumamos al llamado del presidente de la Asamblea General, expresado ayer en esta misma sala, en el sentido de movernos a la acción, en lugar de continuar con una repetición de posiciones ya conocidas. Es ahora o nunca, como lo expresó el presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei Falla, en el debate de alto nivel del 77º periodo de sesiones de esta honorable Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Ma délégation souscrit à la déclaration prononcée par la Sierra Leone, coordinatrice du C10, au nom du groupe africain. Une fois encore, nous voici réunis pour discuter d'un des aspects fondamentaux de la réforme du système des Nations Unies que nous appelons tous de nos vœux. Dans ce contexte international marqué par des crises multiformes et intriquées, le Conseil de sécurité ne peut rester figé dans le reflet d'un temps passé. C'est pourquoi sa réforme reste une nécessité afin d'en faire un organe plus démocratique, plus efficace, capable de gérer les crises dans une approche concertée et plus légitime. Madame la Présidente, sous ce rapport, ma délégation reste convaincue que le processus des négociations intergouvernementales est le forum idéal pour matérialiser notre ambition commune dans un esprit de consensus. Aussi, le Sénégal voudrait-il saluer la nomination de leurs Excellences Michal Milnar
et Tarek Al-Banai, respectivement représentants permanents de la Slovaquie et du Koweït, comme co-présidents des IGN pour cette 77e session de l'Assemblée générale. Ils pourront compter sur le soutien constructif de ma délégation. Ma délégation voudrait également remercier leurs excellences Mme Alia Ahmed Al-Thani et M. Martin Bill Herman, respectivement représentants permanents du Qatar et du Danemark, co-présidents sortants, pour leur contribution significative à l'avancée de nos travaux. Madame la Présidente, en prélude aux discussions que nous aurons dans le cadre de cette session, ma délégation voudrait partager les quelques messages suivants. Premièrement, ma délégation se réjouit du soutien grandissant à la position africaine commune, telle qu'illustrée par le document des co-présidents sortants, tout en exhortant les États et groupes d'intérêt à renforcer davantage ce soutien et de manière plus tangible. L'absence de l'Afrique dans la catégorie permanente et sa sous-représentation dans la catégorie non permanente doivent être corrigées pour réparer une injustice historique. En plus des 2 sièges non permanents supplémentaires, le continent doit être doté de 2 sièges permanents. Deuxièmement, ma délégation demeure attachée au principe d'équilibre géographique et de représentation régionale. Cependant, ces principes consubstantiels de la position africaine commune ne sauraient être incompatibles avec le droit de l'Afrique à sélectionner ses propres représentants selon ses propres critères de décision. Troisièmement, la réforme ne saurait aboutir à la création d'une catégorie intermédiaire, hybride ou transitoire de membres, y compris sur la question du veto. Tant que celui-ci existera, les nouveaux membres permanents devront bénéficier de tous les privilèges et prérogatives attachés à leur siège. Quatrièmement, la réforme du Conseil doit profiter à l'amélioration des méthodes de travail et à l'approfondissement de la relation entre cet organe et l'Assemblée générale, dans le respect de leurs compétences partagées et respectives. Comme l'avait dit M. Tchaba Khouroussi, président de l'Assemblée générale, lors du débat sur la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale, cette Assemblée doit demeurer le principal véhicule de la coopération multilatérale, vu qu'il est l'organe premier de délibération, de représentation démocratique et d'élaboration de politiques et de normes. À cet égard, l'adoption de la résolution A/76/262 instaurant un mandat permanent pour la tenue d'un débat en cas de recours au veto est une illustration que la paix et la sécurité internationale restent l'affaire de tous et la responsabilité de chacun. Cinquièmement, un accord sur les principes et les critères de négociation reste un préalable. Aussi importe-t-il de soutenir les efforts visant à mieux cerner les positions des différentes parties prenantes. Sous ce rapport, le document cadre de 2015 reste une excellente référence sur laquelle nos travaux doivent mieux s'appuyer. Enfin, les interconnexions entre les 5 volets de la réforme commandent une négociation d'ensemble et décloisonnée. Par cette approche, nous pourrons assurément consolider les convergences tout en réduisant sûrement nos divergences. Je vous remercie. Tout d'abord, la position africaine commune telle qu'adoptée dans le consensus des Uluni et la déclaration de Sirte est la seule option viable pour réparer l'injustice historique faite au continent africain. L'Afrique appelle à l'élargissement du Conseil de sécurité dans les catégories permanentes et non permanentes. L'Afrique se voyant attribuer pas moins de 2 sièges permanents avec tous les droits, prérogatives et privilèges des membres actuels et 2 sièges non permanents supplémentaires. L'Afrique demande l'abolition du droit de veto. Cependant, tant que le veto existera, il devrait être étendu aux nouveaux membres permanents avec tous ses attributs. Deuxièmement, les 5 principaux volets du processus de réforme sont liés les uns aux autres et ne peuvent être discutés ou négociés isolément. Nous réitérons notre appel à une réforme globale qui reconnaisse ces liens et nous rejetons toute approche au coup par coup. Troisièmement, la décision 62/557 de l'Assemblée générale dicte que l'IGN est la seule plateforme légitime pour discuter de la réforme. L'IGN est pilotée par ses membres et basée sur les positions et les suggestions de tous les États membres. Enfin, quatrièmement, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu en février dernier a sagement conseillé que, compte tenu des vues et des positions divergentes des groupes d'intérêt respectifs,
s'engager dans une négociation fondée sur des textes à ce stade, sans s'entendre sur des principes, sera non seulement prématuré, mais contre-productif. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir eu l'initiative de convoquer cette réunion consacrée à l'examen du point 125 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale relatif à la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l'augmentation du nombre de ses membres et à d'autres questions connexes ayant trait au Conseil. Au nom de ma délégation, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations aux co-facilitateurs de ce nouveau cycle de négociations, leurs excellences, M. Michael Linard, représentant permanent de la Slovaquie auprès des Nations Unies, et M. Tarek Albanais, représentant permanent de l'État du Koweït, et par la même occasion de saluer les efforts accomplis lors du cycle précédent par leurs excellences, Madame Alia Ahmed bin Saïd Al Thani, ambassadeur représentant permanent de l'État du Qatar auprès des Nations Unies, et M. Martin Bill Herman, ambassadeur représentant permanent du Danemark auprès des Nations Unies. Madame la Présidente, ma délégation souscrit à la déclaration faite par l'ambassadeur de la Sierra Leone au nom du groupe africain et voudrais faire quelques remarques à titre national. La réforme du Conseil de sécurité reste une préoccupation permanente pour les États membres de l'ONU, tant que ne se dissipe leur souci légitime de voir cet organe important de l'organisation s'adapter aux réalités du XXIe siècle. Les États veulent un Conseil remplissant les critères d'efficacité, de cohérence, de représentativité, de justice et de transparence. Mais tous ces critères qui conduiraient à un Conseil vertueux sont loin d'être atteints tant que les 5 points définis par la décision 62/557 ne seront pas approuvés par les États et groupes d'États prenant part aux négociations intergouvernementales. Cela n'effrite heureusement pas l'engagement des États membres qui, en dépit de la longue durée de ces négociations, persévèrent à trouver le consensus malgré une réticence présumée de la part des parties prenantes qui dénote une absence flagrante de volonté d'aller de l'avant. Une lecture des documents produits par les co-facilitateurs, notamment depuis la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale, nous ne le prouve sans embâche. Les points de convergence et de divergence, et ceux à maintes reprises révisés, restent en grande partie les mêmes. Je me permets de réitérer que la position de ma délégation reste et demeure la position commune africaine telle qu'exprimée dans la déclaration de Sirte et dont le consensus avait été scellé à Isulwini. Pour un conseil représentatif, les États d'Afrique exigent que 2 États africains siègent au Conseil de sécurité en qualité de membres permanents avec tous les privilèges inhérents à cette qualité et que 2 autres complètent le nombre de ces membres dans la catégorie des membres non permanents. Comme l'on ne saura le dire assez, cette exigence relève de la nécessité de trouver une juste réparation de l'injustice historique faite à l'Afrique. Cette Afrique, qui représente quasiment le tiers des membres de l'organisation et donc devrait occuper la place qui lui revient au sein du Conseil de sécurité. Cette résolution permettrait, sans nul doute, de basculer l'ONU dans un rôle plus dynamique qui tienne compte de la réalité du monde d'aujourd'hui. Madame la Présidente, la pierre d'achoppement à l'augmentation du nombre de membres permanents du Conseil est, sans contexte, le veto. Pour une ONU qui garantit la justice, il serait incompréhensible qu'on puisse avoir une catégorie de membres qui ne jouissent ni des mêmes privilèges
ou ne participeraient pas de la même manière à la prise de décision. C'est pourquoi la reconnaissance du veto aux nouveaux membres permanents est une revendication légitime. Si cela pose un réel problème dans le fonctionnement du Conseil, la proposition de l'abolition pure et simple de cet instrument, dont l'usage s'est révélé souvent controversé sur des grandes décisions, reste l'unique et la meilleure solution. Toutefois, le vœu le plus ardent est que la collaboration entre le Conseil et l'Assemblée générale se cristallise et perdure à jamais pour l'amélioration de l'image de l'organisation à travers la mise en œuvre des mécanismes prévus dans la Charte des Nations unies à cet effet. Madame la Présidente, le souhait de ma délégation pour ce nouveau tour des négociations intergouvernementales est de voir les États et les groupes d'États s'engager de façon résolue à plus de dynamique, à l'avancement et à l'aboutissement de la réforme du Conseil en se débarrassant de toute idée préconçue qui ne puisse être constructive afin d'arriver à l'émergence du Conseil de sécurité plus équilibré, équitable, démocratique, efficace et efficient, tant recherché. La délégation du Congo voudrait réaffirmer son attachement au processus des négociations intergouvernementales et saisir cette opportunité pour assurer son soutien aux co-facilitateurs que vous avez désignés dans l'exercice de cette tâche tout aussi noble que complexe. Je vous remercie. Souscrit aux déclarations prononcées par le Sierra Leone au nom du groupe africain et par le Bahreïn au nom du groupe arabe et souhaite souligner les éléments suivants en sa capacité nationale. Madame la Présidente, la réforme du Conseil de sécurité s'inscrit dans le cadre des réformes de l'ONU visant à revitaliser l'organisation. Cette réforme s'étend par l'élargissement dans les deux catégories prévues par la Charte des Nations unies. En l'occurrence, la catégorie des membres permanents et celle des membres non permanents, de manière contemporaine, qui reflète de la composition des États membres de l'Organisation des Nations unies en ce XXIe siècle. Conformément au cadre défini par la décision 62-557 de l'Assemblée générale, la réforme du Conseil de sécurité doit être globale et non graduelle et doit prendre en compte les 5 clusters de manière complète et exhaustive. Elle doit aussi tenir compte des liens qui existent entre les 5 groupes de questions à négocier afin de pouvoir orienter le processus de réforme. Nous réitérons notre position préconisant un plus grand renforcement et une modernisation de l'ONU dans la réforme du Conseil de sécurité de manière à le rendre plus représentatif tout en renforçant son efficacité, son efficience et sa responsabilité. Le Conseil de sécurité est désigné par la Charte des Nations unies comme étant l'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Son mandat est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté. Et pour l'élargir de manière contemporaine qui reflète l'évolution de la composition des Nations unies, le Maroc demeure convaincu que nos travaux doivent continuer dans le même format actuel du cadre intergouvernemental de nos travaux. Madame la Présidente, il est inacceptable et inconcevable que l'Afrique soit le seul continent à ne pas être représenté dans la catégorie des membres permanents et à être sous-représenté dans celle des membres non permanents du Conseil. Ces injustices historiques contre l'Afrique nous interpellent tous et nous incitent à les rectifier en veillant à assurer une représentation accrue de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité réformé. La revendication africaine est une représentation géographique équitable au sein du Conseil de sécurité et juste, légitime et indispensable. La contribution de l'Afrique au maintien de la paix et de la sécurité internationale est extrêmement importante. À titre d'exemple, parmi les 20 majeurs pays contributeurs de troupes et de police au maintien de la paix onusien, 13 sont africains, dont le Maroc. Ils participent directement, substantiellement et humainement aux efforts de maintien de la paix à travers le monde. À cet égard, je tiens à réitérer que le Maroc souscrit à la position africaine commune, le consensus des unis
et la déclaration de Sirte. Mon pays appuie une représentation juste et équitable de l'Afrique dans les 2 catégories de sièges, avec au moins 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents, afin de rendre justice à notre continent. Il reviendra par la suite à l'Afrique de décider de ses représentants dans le Conseil de sécurité réformé. Comme le groupe africain, le groupe des États arabes mérite lui-même une représentation plus importante au sein du Conseil de sécurité élargi. L'absence d'une représentation permanente des pays arabes, pourtant fortement concernés par les questions traitées au Conseil de sécurité, est fort regrettable. À cet égard, un siège arabe permanent disposant de toutes ses prérogatives, ainsi qu'une représentation adéquate dans la catégorie des membres non permanents, permettront de répondre aux exigences légitimes du groupe arabe. En ce qui concerne le droit de veto, nous estimons que tant qu'il sera en vigueur et par souci de justice, il doit être mis à la disposition de tous les États membres, les membres permanents du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, nous attendons avec intérêt vos directives tout au long du processus de négociation intergouvernementale pour la présente session. Je tiens à réitérer le soutien de ma délégation aux 2 coprésidents du processus et je renouvelle aussi la détermination de ma délégation de continuer à participer de manière constructive et positive à ce cycle de négociation intergouvernementale et sa disposition à échanger avec tous les États membres dans le but de parvenir à une réforme globale véritable du Conseil de sécurité et ce dans un esprit constructif et transparent. Je vous remercie de votre attention.